Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal. Voici les titres, les principaux du tout premier 20h des jours ouvrables de cette semaine. François Hollande doute de la justice camerounaise. Le président français trouve très sévère la dernière condamnation infligée au franco-camerounais Michel Thierry à Tangana. La France promet un soutien à l'infortuné en prison pour détournement de fonds publics. Ça va mal. Au sein du SDF, des militants du principal parti politique de l'opposition au Cameroun se déchirent dans la région du littoral. Une commission gère désormais cette formation politique dans cette partie du pays. Et dans la seconde partie de ce journal consacré au débat, nous marquons un arrêt sur le dernier conclave du comité exécutif national du SDF tenu à Bamenda dans la région du nord-ouest. Voilà pour les manchettes. Les principales de ce 20h, je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, Monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur le 20h. Comme annoncé en titre, François Hollande interpelle le régime de Yaoundé sur le cas du franco-camerounais Michel Thierry à Tangana. Le président français estime que la récente condamnation de l'infortuné est sévère et lui rassure tout de même le soutien de la France pour une favorable et expresse sortie de cause. C'est du moins le contenu d'une lettre qu'il a adressée à l'infortuné. Nous y reviendrons. Au sujet de Cam Water, le directeur général de l'entreprise Jean-William Solo a été entendu au secrétariat d'État à la Défense. Il a été auditionné au sujet de la gestion controversée des fonds de sécurité de cette entreprise publique pendant qu'il lui est reproché d'engager des chantiers inopportuns sans requérir l'aval du conseil d'administration. Selon des sources proches de l'enquête, Jean-William Solo était convoqué sous haute instruction vendredi dernier au secrétariat d'État à la Défense. Il faut rappeler que Jean-William Solo est à la tête de la Cambodia depuis environ un an déjà. En politique, maintenant, le comité national exécutif du SDF fragilise Jean-Michel Ninche. Le président régional du SDF dans le littoral vient de voir son autorité se fondre dans une commission de 6 membres chargés de conduire les affaires dans la région jusqu'à l'élection du nouvel exécutif. Une commission qui sera conduite par Assango, le maire de Kumba. Des détails dans ce reportage signé Jean-Johnny Mpek et Serge Alain Otto. Qui parle au nom du SDF dans le littoral. Les avis au sortir du comité national exécutif réunis le week-end dernier à Bamenda divergent. Pour Jean-Michel Ninche, c'est le statu quo. L'exécutif du littoral que je préside, n'est-ce pas, garde son autorité sur les affaires de la région. C'est une affaire qui a été définitivement tranché. Un avis que ne partage pas le président de la première force politique, section de Douala Premier. Adolphe Lotina Samer pense que le NEC a écouté la base. Quand on met déjà une commission pour venir gérer, ça veut dire qu'on n'a plus d'autonomie. La question répond d'elle-même. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins. On ne va pas étouffer la vérité. Jean-Michel Ninche ne dirige plus la province littorale. C'est la commission qui dirige la province jusqu'à la conférence provinciale, comme je suis en train de le répéter. Cette commission composée de 5 membres résidents du NEC, y compris Jean-Michel Ninche, sera sous les ordres du secrétaire national à l'organisation, l'actuel maire de Kumba. Ceci dans l'optique de rendre le SDF plus conquérant. Une chose en laquelle les pétitionnaires ne reconnaissaient plus leur président. On voulait que le président descende sur le terrain, qu'il busque les choses dans toutes les circonscriptions électorales, pour que nous ayons tous la chance d'avoir et des élus, députés et maires à la prochaine élection couplée. Une commission somme toute bienvenue pour Jean-Michel Ninche. Une équipe de 5 membres du NEC résidant dans la région du littoral a été désignée, n'est-ce pas, pour renforcer les capacités de mobilisation de la région. Face à la principale revendication des pétitionnaires visant le renversement de Jean-Michel Ninche, le NEC a choisi de le garder dans une cage appelée commission.
Et toujours en politique maintenant, le pacte républicain, la plateforme de l'opposition vantée dans le département du Noun à l'ouest du pays. La cérémonie a eu lieu le 15 février dernier à Fumban, une ville militarisée du fait du procès des adjoints au maire de Fumban et autres. Adamou Ndamjoya et Bernard Mouna n'ont pas raté l'occasion de présenter le document initié en mai 2012 par le G7 pour reconstruire une coalition. Notons qu'actuellement, seuls 3 partis politiques sont signataires du dit document. Il s'agit du PADEC de Jean de Dieu Momo, de l'AFP de Bernard Mouna et de l'UDC d'Adamou Ndamjoya. Dans un plan d'action de 14 points, il est défini le cadre normatif et la contribution du peuple camerounais tel que voulu par le pacte républicain qui se propose de fédérer les partis politiques dans une logique visant à s'unir pour bâtir une stratégie efficace et concertée lors des prochaines échéances électorales. Je vous propose à présent d'écouter Adamou Ndamjoya, l'un des signataires du pacte républicain qui s'est exprimé au micro d'Equinox Télévision. Le pacte républicain, je crois, à travers la dénomination, c'est clair. C'est de faire vivre la République. La Respublica, la chose publique. Alors le pacte républicain est là justement pour œuvrer en vue de développer les conditions, les moyens, les approches, les méthodes qui permettent à l'État républicain que nous constituons de vivre. Une des premières choses que nous devons avoir à l'esprit, à commencer plus particulièrement par les acteurs qui animent nos institutions, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, que ce soit au niveau gouvernemental, central, au niveau local, dans les collectivités. La première des choses, c'est de faire en sorte que les dispositions de la Constitution soient traduites dans le fait, se concrétisent. Cela, on l'oublie souvent. Et cela appelle de connaissances, et le pacte républicain est là pour éveiller la connaissance de ces dispositions et l'importance qu'il y a d'aller au cœur de ces dispositions. Autre vœu, autre enjeu, autre formation politique, cette fois-ci c'est l'UNDP qui veut un groupe parlementaire et davantage de mairies. Maïgari Beloboba, le président national de ce parti politique, l'a réaffirmé en recevant les vœux de ses militants à Yaoundé. Le parti veut reconquérir sa place de 1992 après quelques années de tumulte. Des précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. 2013 est l'année de tous les défis pour l'Union nationale, pour la démocratie et le progrès. Le parti allié au RDPC entend retrouver son aura de 1992, après la dégringolade observée ces dernières années. Nous avons en 2007 amorcé une remontée. Cette année, nous comptons faire un grand retour par un grand bond qui doit se traduire par de dizaines de nouvelles communes conquises par l'UNDP, mais par un grand groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, aussi grand au moins que celui que nous avions eu en 1992. C'est à notre portée. L'UNDP mise également sur les élections sénatoriales. Nous avons des conseillers municipaux, nous dirigeons des communes et nous espérons bien que dans le premier qui sera élu, qu'il y aura des sénateurs de l'UNDP. Des ambitions qui reposent sur l'adhésion des militantes et militants de ce parti. C'est de rester vigilant, conscient et être toujours à l'avant-garde. Mobiliser le maximum de Camerounaises et de Camerounais, les militants, les militantes et sympathisants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès pour nous inscrire sur les listes électorales. Et nous sommes convaincus, quand nous nous déplaçons, que les Camerounais sont prêts non seulement à nous écouter, mais à élire beaucoup de nos candidats. Comme il est de tradition, cette cérémonie s'est achevée par un échange de vœux entre le président national et les militants venus des 4 coins du pays. Le tout sur un air de fête.
Et quelques faits de société dans ce journal. D'abord, les conducteurs de mototaxis sont remontés contre la police municipale à Bamenda dans la région du nord-ouest du Cameroun. Ils dénoncent les nombreux abus de ce corps. Ils ont exprimé leur ras-le-bol en érigeant des barricades sur la voie publique. Etienne Pascal Azegue. Le torchon brûle à Bamenda entre les conducteurs de taxi et la police municipale de la même ville. Les premiers cités disent ne plus supporter les affres des éléments de la municipalité qui procèdent sans état d'âme à la mise en fourrière de leurs véhicules. Nous ne parvenons pas à porter et même à déposer les clients. Dès que tu gares au bord de la route, ils prennent ta voiture et la mettent en fourrière. Ce qui est vrai est que nous voulons qu'ils nous disent exactement ce qu'ils font avec l'argent que nous payons. Pour se faire entendre, ces propriétaires de petites voitures jaunes ont érigé des barricades sur la route qui donne accès dans les services du délégué du gouvernement. Ils revendiquent que la cinquantaine de taxis actuellement mis en fourrière à la voirie municipale soit restituée à leurs propriétaires. Les éléments de la force de l'ordre et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda, descendus sur le lieu de revendication, ont eu de la peine à ramener les grévistes à de meilleurs sentiments. Ce mouvement d'humeur des conducteurs de taxi survient quelques mois seulement après celui observé par les conducteurs de mototaxi, toujours dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Et dans la ville de Douala, de gros bras sèment la terreur à Lokbesso. Ils ont détruit une dizaine de maisons d'habitation vendredi dernier. Selon des populations, cet écart est l'œuvre d'un homme d'affaires qui prétend être le propriétaire du terrain querellé. Des détails avec Florian Fanjo. C'est la consternation ici à Lokbesso, localité située dans l'arrondissement de Douala 5e. Les populations essayent tant bien que mal de récupérer le peu qui reste de leur domicile détruit. Il y a quelques jours, de gros engins ont rasé ces différentes maisons. Je suis vraiment touché parce que je vous parle là. J'ai acheté mon terrain, je me débrouille, je marche avec un pied de chaussure sur le soleil pour pouvoir faire ce que j'ai fait là. À ma grande surprise, lorsque j'ai fini, un monsieur vient nous présenter un titre. C'est un capitaine nommé Foti, qui est venu avec 2 éléments, avec les gros bras, au moins une cinquantaine de gros bras. Lorsque nous sommes arrivés, ils avaient déjà tout fait, ça y est parti. Et ils nous ont dit on ne peut rien contre ce type qui va nous mettre dehors. Les populations affirment que l'opération a été menée par un homme d'affaires qui est venu leur présenter il y a quelques mois un titre foncier, faisant de lui le propriétaire du terrain. Mais le titre n'était pas fondé, puisqu'on a acheté en 2008, il est sorti avec son titre en 2010. Donc nous sommes là depuis. Et il est venu nous casser comme ça. Et ce monsieur et son avocat nous disent que ce monsieur a énormément d'argent, qu'il va payer même les gouverneurs. Même s'il s'agit de sortir 200 millions, il va payer. Nous sommes allés vers le sous-préfet, il a dit qu'ils ne sont pas au courant. À la gendarmerie de Lokbesso, le commandant de là n'était pas au courant. Les populations de cette localité ne savent plus à quel saint se vouer. En attendant, certaines passent la nuit à la belle étoile. Maintenant, dans le département d'Umbam et Inubu, en tournée de prise de contact, Dikoso Semefrid a été interpellé par des populations qui souffrent de la guerre de leadership et de positionnement qui plombe considérablement le développement de l'arrondissement de Ndikinimeki. Le chef de terre l'a appris à travers des chefs traditionnels de cette localité de la région du centre, Pierre Laverture-Romban et Samuel Tchoufa. Lutte de positionnement et de leadership, voici ce qui plombe le développement de l'arrondissement de Ndikinimeki. Et ça, les chefs traditionnels n'ont pas manqué de le faire savoir au préfet d'Umbam et Inubu en tournée de prise de contact dans sa zone de compétence. Nous nous battons comme nous pouvons. C'est de la mauvaise volonté, c'est le manque de solidarité. Ce n'est pas les moyens qui leur manquent. C'est des grandes personnes. Le village, arrondissement depuis 1954, tarde à se tourner véritablement vers le développement. Et pour le préfet Djumbame Inubu, il faut se tourner vers de nouveaux projets. Et pendant cette occasion, nous avons également un volet socio-économique. Nous appelons les administrés à acter pour le développement, en commençant par eux-mêmes, par leur canton et par leur village.
Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en Ndiki. Il y a beaucoup de choses qui manquent en Ndiki. Mais je crois justement qu'il faut que les élites se mettent ensemble afin de trouver les voies de moyens, de trouver tout ce qu'il faut. Parce que, comme on l'a si bien dit, une seule personne, une seule main ne peut jamais attacher un fagot, que tous se mettent ensemble afin que le développement soit lancé. Sans manquer d'interpeller les agriculteurs à se tourner vers de nouveaux projets de coopératives afin de mieux écouler leurs produits et combattre le marché au noir, vulgairement appelé coxeur. Ça veut dire que si vous trouvez en train de sécher, je monte seulement de charger mon véhicule. Si vous trouvez en train de faire le coxage, je saisis. Et quand on saisit, on vend aux enchères. Je répète à tout le monde que voilà ce qui va arriver. Nous avons tolérance zéro pendant la campagne qui va s'ouvrir. C'est donc un message de solidarité et d'adhésion au développement et d'appel à l'inscription sur les listes électorales qui est venu délivrer le préfet Djumbam Enoubou à la place du lion de Ndiki. Une cérémonie bien officielle mais peu courue par les populations qui s'interrogent toujours sur l'avenir de ce village déchiré par des luttes intestines. Voilà d'autres problèmes à travers une autre tournée, c'est celle de Samuel Ernest Ebele. Le préfet du département du Ndé dans la région de l'Ouest Cameroun est allé à la rencontre de ses administrés. Une tournée de prise de contact marquée par 3 grands arrêts, Bandouka, Babichwa et Baloa. Une fois encore, Samuel Tchoufa et Pierre Laverdu Rombang. Samuel Ernest Ebele, le tout nouveau préfet du département du Ndé, aura choisi cette semaine du mois de février pour aller toucher du doigt les réalités quotidiennes de ses administrés. Dans sa tournée de prise de contact, 3 grands arrêts. D'abord, le village Bandunga, accueilli par Sa Majesté chef traditionnel Ngapnou Luifechada. Au menu, discours, doléances et visites. Une ultime occasion pour les populations d'exprimer leurs besoins. Les élites devaient donner l'exemple à tous. Donc tous ceux qui arrivent dans un groupement comme celui-ci devaient d'abord commencer par voir les actes que les élites ont posés, voir leur réalisation, voir d'abord ce qu'ils ont construit, parce qu'il ne suffit pas de parler. C'est pourquoi nous interpellons donc à nouveau ces élites pour voir leur contribution dans l'avancement du groupement. Samuel Ernest Ebele s'est imposé un arrêt dans le centre administratif de la ville de Tonga. Ici, c'est pour interpeller les mototaximens, les inciter à s'acquitter de leurs impôts afin d'accompagner le développement de la ville. À Babichwa, quelques kilomètres après, nous y sommes. Les groupes de danse traditionnels sont au rendez-vous. Cela marque le 2e arrêt pour le préfet et sa suite. L'élite, elle aussi, n'a pas manqué le rendez-vous. Les populations ici présentes s'associent à moi pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. À l'explanade de fête, Samuel Ernest Ebele va procéder à l'inauguration de la toute nouvelle tribune, un don offert par l'honorable Jean-Claude Feteux. C'est choses dites et choses faites. Ici, les populations se plaignent de l'insuffisance des personnels dans le secteur santé. Elles appellent également au réaménagement, à la construction de certaines infrastructures, notamment des points d'adduction en eau potable, la création très urgente d'un lycée d'enseignement secondaire, d'un établissement d'enseignement secondaire pour Babichwa. La population essentiellement agricole, la création d'un poste agricole. Je voudrais vous prier de bien vouloir examiner avec bienveillance et transmettre à qui les droits nos doléances ci-après dans la concrétisation et de nature à améliorer notre quotidien. Les Babichois soutiennent sans réserve la démarche entreprise de commun accord par les populations et les forces vives de cet arrondissement pour son élection en département. Nous avons tous l'obligation de nous plier aux lois et règlements de la République. Même nos demandes doivent se faire sous l'encadrement de la loi. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons construire ce village. 3e arrêt, Balois. Chaleur d'accueil et commodité.
Les populations, l'élite et le représentant de l'administration échangent. Les villages balois et babichois ici réclament d'urgence la construction définitive d'un pont les reliant. Ainsi, en son, couleur, discours et doléances, va s'achever un périple qui aura duré le temps d'une journée et qui aura permis à Samuel Ernest Ebele de mieux appréhender le quotidien des populations du département du Ndé. Et du sport, pour refermer la première partie de ce journal, notons d'abord qu'au sujet de la course de l'espoir chez les messieurs, c'est Godlove Gapsibium qui double la mise et Yvonne Ngoya chez les dames conserve son titre dans l'ascension du Mont Cameroun qui s'est rendu le week-end dernier à sa 18e édition à Beya dans la région du sud-ouest. Derek Jator et Sandrine Babo. Pour la deuxième fois consécutive, Godlove Gapsimbun remet ça. Le natif de la région du Nord-Ouest est le premier à apparaître sur la dernière ligne droite. Le champion sortant, vainqueur de l'édition précédente de la course de l'espoir, tient son rang. Ce samedi 16 février 2013, Godlove Gapsimbun marque l'histoire avec à l'arrivée un chrono de 4 h 31 minutes 9 secondes. Il est suivi par Divine Tikoum Eyon et Juniorus Bonki qui arrivent moins de 2 minutes après lui. Dans la catégorie dames, c'est Yvonne Ngoya qui a mis un peu plus de 5 h 32 minutes pour conserver son titre. En s'imposant une 5e fois d'affilée, elle bat le record de victoires consécutives de Sarah Etonguet, dont le compteur affiche 7 victoires au total. La quasi-quinquagénaire entame la dernière ligne droite une douzaine de minutes après. La troisième femme, Lisette Galim, arrive un peu moins de 5 minutes après la reine de la montagne. Pour les récompenses, en plus des trophées et médailles, les sommes de croix, 2 et 1 million de francs CFA, sont remises du 1er au 3e chez les seniors dames et messieurs. À Sarah Etonguet, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua, a offert en plus 5 millions de francs, appui du gouvernement devant aider à la construction de sa demeure. La 18e édition de la course de l'espoir a donc livré son verdict. Une édition qui a permis aux vainqueurs 2012 de rééditer leurs exploits. Enfin, football, c'est une mauvaise entrée pour Unisport de Bafan, le club camerounais en Coupe de la CAF. Le Flambeau de l'Ouest a été battu hier à Yaoundé 1-0 par le club malien. Des détails dans ce reportage signé Marcelin Gangsop. Dans une cuvette de Fandena, presque vide, Unisport de Bafan a manqué l'occasion de faire une bonne entrée sur la scène continentale. Les poulains de Pierre Djilin Dengue ont gâché toutes les occasions qu'ils se sont procurées, se permettant même de rater un penalty en deuxième mi-temps. Et si on avait marqué tous nos buts, toutes nos occasions de but, on aurait évité cette erreur de dernière minute. Vous savez, à haut niveau, ce n'est pas facile. Hein? C'est des joueurs qui viennent de D2, des joueurs qui viennent des équipes des horizons divers. Donc, mettre une machine en place, ça prend un peu de temps. Après avoir longtemps dominé, sans concrétiser, le récent vainqueur de la Coupe du Cameroun se fait surprendre vers la fin de la rencontre en encaissant le but qui fait mal. C'est un manque de concentration. À haut niveau, ça ne pardonne pas. Une erreur de ce genre ne pardonne pas. Et ils en ont profité. Alors que nous, les multiples occasions qu'on s'est offertes, plus de pénalty, on n'a pas pu mettre ça au fond. Et c'est ça le haut niveau. Hein. Sans rien forcer, le club Bougouni du Mali a été plus réaliste et marque un léger pas vers la qualification. Dans un match, il faut y croire jusqu'à la fin. Ce n'était pas évident, mais quand même, il faut qu'une équipe fasse une erreur pour que l'autre puisse gagner. C'est ce qui est arrivé. Bon, je crois qu'on va à chance égale encore, mais nous avons une petite avance par rapport à eux. Et le match retour, nous jouons à domicile. Et nous comptons et pérenniser cette victoire-là quand même. Côté Unisport, on croit dur comme fer que la vapeur pourra être renversée au match retour. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas possible? Ils ont pu marquer un but ici. Nous aussi, on peut marquer 1 ou 2 buts là-bas. C'est bien possible de se qualifier. Le représentant camerounais doit se remettre au travail s'il a l'ambition de faire long feu dans cette Coupe des Confédérations qui n'en est qu'au stade du tour préliminaire. Décidément, ce sont des fortunes diverses pour des clubs camerounais engagés en compétition africaine le week-end dernier. Voici le point d'une marche allée très inquiétante. C'est avec RVK. Bilan mitigé pour les ambassadeurs du Cameroun en Coupe africaine interclub de la CAF.
En Champions League, le champion du Cameroun en titre, l'Union sportive de Douala, blessé dans son amour-propre devant son public, s'est révolté pour arracher une victoire 2-1 face aux Libériens de l'ICR de Monrovia. À Garoua, Coton Sport a été tenu en échec par l'Uganda Revenue Authority, 0 but partout. En Coupe de la Confédération, bonne opération de la Panthère sportive d'Undé, qui en dépit d'une petite forme de ses joueurs, a disposé de l'Export de N'Djamena du Tchad, 2-0. Jumanto est la seule équipe camerounaise qui a bien démarré sa série en Coupe africaine. Son compagnon en Coupe de la Confédération, Unisport du Onkam, s'est incliné à domicile, battu par les Maliens de l'Union sportive Bougouni, 0-1. Dans 2 semaines, nos 4 ambassadeurs devraient soigner leur comportement sur l'art de jeu afin d'éviter toute élimination prématurée. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à présent nous retrouver dans la seconde manche consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Et comme annoncé à l'entame de ce journal, nous marquons un arrêt sur le conclave du Comité national exécutif du SDF, le NEC, qui est l'organe chargé de la gestion administrative et politique de ce parti politique de l'opposition, le principal au Cameroun. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Abel Elimbi Lobé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire national adjoint à la communication du SDF. Merci d'avoir accepté ce plateau. Le conclave du NEC est revenu sur un certain nombre de problèmes et surtout s'est achevé sur un certain nombre de résolutions. Quelles en sont les plus importantes? Les plus importantes, pour vous en douter, pour la presse, c'était la résolution devant concerner le traitement de la question du littoral. Ben pour nous, ce n'était pas la plus importante. Tout à fait, c'était pas... Mais à l'intention de vos téléspectateurs, globalement dans le pays, des militants de notre parti en particulier, et en particulier ceux du littoral qui étaient les plus concernés par cette espèce de tumulte que nous avons enregistré il y a quelques jours, je voudrais dire que les résolutions du parti sont disponibles. Tout à fait. Je voudrais que vous m'aidiez à lire quelques... parce que... là, je vous ai apporté pour votre gouvernement la version anglaise. Nous allons y revenir. Oui. Et puis, des journaux en ont parlé, notamment le quotidien La Nouvelle Expression et nous également au cours de ce journal. Mais je voudrais mentionner que vous avez évoqué la non-fiabilité du fichier électoral en voie de constitution par l'instance chargée de la gestion des élections au Cameroun. Oui, disons que avant de parler de ça, moi je voudrais dire que le comité exécutif national, premièrement, a déclaré recevable la pétition qui a été faite par les militants du littoral. Et il a discuté dans le fond, il a adopté qu'une commission est mise en place dans le littoral pour renforcer le comité exécutif du littoral sous la présidence de M. Assangou Ferdinand, secrétaire national à l'organisation, qui est maire, comme vous l'avez annoncé dans votre journal. Permettez-moi de dire que... Puisque nous l'avons déjà dit, oui, vous avez reconnu que pour vous, ce n'était pas le plus important. Parce qu'il y a d'autres sujets dans le pays. Voilà, justement, les inscriptions biométriques sur les listes électorales. Est-ce que vous avez évoqué la question de la non-fiabilité du fichier qui est actuellement en cours? Parce que vous avez évoqué la question des doublons. Oui. Nous avons même des exemples qui nous ont été fournis par de nombreux militants de ce que des récépissés en double, en triple sont établis pour les mêmes personnes. Ce que nous comprenons, parce que les kits ne sont pas reliés entre eux, mais il s'agit de déficiences du système que nous avons d'ailleurs annoncé. Parce que nous avons dit que la biométrie que nous avons voulu était une biométrie globale qui aurait permis, au moment où on vous inscrit, de se rendre compte que vous êtes éventuellement inscrit ailleurs. À l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Et ça ouvre la porte à des inscriptions en double et en triple que l'État se propose de nettoyer. Nous osons croire qu'il le fera.
Mais nous avons attiré l'attention du chef de l'État à travers une correspondance que le président Froundi lui a adressée sur cet état de choses, mais sur d'autres points. Il est important de noter qu'en l'état actuel des choses, les commissions départementales de supervision, qui sont des organes de recours dans le contentieux préélectoral, c'est-à-dire que si par exemple vous n'êtes pas inscrit ou on a refusé de vous inscrire, c'est à cette commission-là que vous adressez et c'est elle qui a autorité à ordonner l'organe en charge de ces processus-là de réparer le tort. Ces commissions ne sont pas mises à travers le pays. Or, dans la loi, elles doivent être mises en même temps que les commissions de révision ou de refonte, qui elles sont sur le terrain. Donc c'est un instrument de travail qui manque et qui est préjudiciable à tous ceux qui ont des revendications ou des plaintes à faire. Par exemple, nous avons évoqué le fait que dans les points d'inscription, le RDPC envoie des groupes de personnes qui en marge, c'est-à-dire à côté, autour du point d'inscription, sont installés là, recueillent les numéros des récépissés, recueillent les numéros de téléphone des électeurs qui sont venus là à l'initiative d'Elections Cameroun, qui sont venus là pour s'inscrire. Pour quelle exploitation? Est-ce que vous ne faites pas un procès d'interdiction? Non, nous disons tout simplement que s'ils recueillent ces données, c'est bien pour en faire quelque chose. Comme par le passé, l'expérience nous indique que de telles données avaient été recueillies pour perturber la distribution des cartes d'électeurs le moment venu. Pour que des cartes d'électeurs soient retirées au nom de ce genre de registre informel qu'on présentera dans les commissions de contrôle d'établissement et de distribution des cartes d'électeurs. La finalité dans le passé a été que la distribution des cartes a été sérieusement perturbée au point où les cartes n'arrivaient plus à être repérées par les ayants droit. Donc beaucoup de cartes sont restées, etc. Or, la loi précise dans l'article 85 du Code électoral l'idée que la distribution des cartes d'électeurs se fait in titu personae, c'est-à-dire que c'est l'inscrit lui-même qui vient retirer sa carte d'électeur. Donc, nous avons tenu à rappeler tout cela au chef de l'État et surtout lui faire comprendre que nous comprenons nous-mêmes la situation difficile dans laquelle il se trouve pour n'avoir pas su mettre Elekam en route au moment opportun, de manière à ce que les opérations comme celles qui se font maintenant fussent faites il y a longtemps. On aurait donc un fichier actuellement fiable et on aurait pu respecter les différentes étapes chronologiques du processus. Nous savons par exemple que le président va avoir beaucoup de difficultés à situer la convocation du corps électoral dans les délais impartis par la loi. Ce qui fait que la date même du 28 février, adoptée par Elections Cameroun... Oui. Je voudrais qu'on revienne à ce que vous qualifiez de doublon. Est-ce que cette préoccupation du SDF qui a eu cours au cours du dernier NEC tenu à Bamenda dans la région du Nord-Ouest n'est-elle pas inopportune aujourd'hui? Parce que jusqu'ici, on est à la phase de la collecte des données et non pas à la phase du traitement des données pour que sur l'officier électoral qui sera publié, qu'on puisse voir qu'il y a des inscriptions multiples. Elekam a lui-même créé les conditions de la suspicion autour de son action. Et cette suspicion n'est pas levée. Nous ne demandons que cela, qu'elle soit levée, que Elekam crée les conditions qui rassurent les acteurs politiques. Nous constatons que ce n'est pas fait. Donc la suspicion perdure. La faute à qui? La faute à qui si aujourd'hui on commence à voir que le système est mal parti? Nous souhaitons que Elekam se rattrape d'ailleurs. Nous souhaitons que Elekam produise tous les signes qui crédibilisent son action. On nous a dit d'attendre qu'il soit au pied du mur pour dire ensuite s'il est bien ou pas. Nous avons vu aux élections présidentielles. Voulez-vous qu'on attende également de mauvaises élections législatives? Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que le tout, c'est de continuer à dénoncer sans offrir un contrepoids à ceux que vous accusez? D'abord, nous avons fait ce travail. Nous avons proposé une mouture du code électoral qui permet à Elekam de faire un travail plus crédible. Ensuite, nous nous joignons à Elekam
pour dire aux Camerounais pas tout à fait la même chose que lui. Lui, il demande simplement d'aller s'inscrire. Nous disons aux Camerounais, allez vous inscrire pour qu'ensemble, nous puissions créer les conditions d'un véritable changement. Mais permettez-moi de sortir et de revenir sur l'idée essentielle qui m'a amené ici. Vous savez, je suis du département de la communication du parti. Notre mission, c'est de rendre publique l'information du parti. La commission qui a été créée au littoral a pour objet, conformément aux résolutions, de remobiliser les électeurs, les potentiels électeurs pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, de réorganiser les structures du parti dans le littoral. Vous du fichier électoral qui est en... Mais je viens de vous dire que nous sommes fidèles et nous tenons à l'idée que les Camerounais doivent aller s'inscrire pendant que nous luttons pour que Elecam améliore ses prestations, que le code électoral soit amélioré, notamment l'article 103, l'article 115, que tout cela soit... Et même que le débat de fond sur les élections sénatoriales soit engagé parce que nous ne comprenons pas. Je vous ai déjà dit cela, vous m'avez donné l'opportunité d'en parler. Pourquoi est-ce que le président veut nommer 30 sénateurs? Pourquoi ne nomme-t-il pas aussi une bonne partie des députés sur les élections sénatoriales et autres, est-ce que vous avez recommandé à l'issue du comité national exécutif que le président, que le chairman du SDF a adressé une correspondance au président pour préciser le calendrier électoral? Bien sûr que oui. Parce que le paradoxe du système camerounais, c'est que tout le monde demande à tout le monde d'aller s'inscrire aux élections, mais qui auront lieu quand? Personne ne sait. Personne ne sait quand les élections législatives vont avoir lieu. Alors, dans tous les états-majors, sauf celui du RDPC où tout est connu, on fait des spéculations. On fait des spéculations. J'ai reçu la visite de certains partis politiques de l'opposition pour un peu voir qu'est-ce que nous, on faisait comme spéculation sur le calendrier électoral. Mais vous voyez la difficulté, c'est-à-dire qu'un candidat a confisqué l'une des données essentielles de la vie politique du pays, les dates des différentes élections. Est-ce que ça vous pose un problème dans le SDF que les sénatoriales qui ont été annoncées pour cette année se passent avec les conseils municipaux actuels? Oui, ce n'est pas seulement au SDF, c'est à la nation tout entière. D'abord parce que le Sénat est une institution nouvelle qui va être mise en place. Est-il bon que cette institution soit mise en place par des conseillers municipaux qui sont, eux, en fin de mandat, qui n'ont plus de légitimité, alors que rien n'oblige. Le mandat a été prorogé. La prorogation ne concerne pas la légitimité. La légitimité, c'est l'élection qui la donne. La prorogation est un acte administratif. Il y a la légalité. Oui, c'est un acte administratif. C'est pourquoi c'est légal. Mais ce n'est pas pour autant que les conseillers ont la légitimité. Est-ce que ce n'est pas l'expression de la frilosité du SDF? Je pense que c'est une exigence pour que les choses se fassent conformément aux techniques de l'art. C'est-à-dire que ce qui est important pour les Camerounais, c'est que le Sénat doit être mis en place par deux collèges. Le collège des conseillers municipaux et le collège des conseillers régionaux. Or, c'est au chef de l'État de mettre d'abord en place, à travers le processus électoral que l'Élection Cameroun est appelé à conduire, les conseils régionaux, afin que les conseillers municipaux et les conseillers régionaux aillent donc élire en toute légalité et légitimité les sénateurs. Pourquoi le président est-il pressé de mettre en place un Sénat avec une disposition de l'article 242 qui prévoit que si le Sénat venait à être mis en place avant les conseils régionaux, eh bien, ce sera seulement les conseillers municipaux qui vont élire les sénateurs. Cette disposition permissive et scélérate montre très bien comment nous manipulons les lois au profit d'un seul camp. Or, nous sommes dans une lutte pour émanciper notre peuple et faire en sorte que la loi soit la même pour tout le monde. Mais je voudrais terminer, parce que le temps nous tient. Je vais vous poser une question pour terminer, Abel Elimbi Lobé. Vous êtes le secrétaire national adjoint à la communication du SDF. Oui. Dans les conditions et le contexte actuel, est-ce que le SDF est-il prêt à aller au sénatorial avant les municipales? Cette question n'est pas pour nous à l'ordre du jour. Est-on prêt ou n'est-on pas prêt? Nous défendons les principes. Nous ne défendons pas les intérêts du SDF lorsque nous parlons de la loi et du système électoral. Nous voulons que le système électoral soit tel que, à l'issue
d'un processus, que les résultats soient acceptés, que les élus aient la légitimité, parce qu'ils sont élus, ils auront la légalité. Mais nous avons souffert, depuis l'avènement du multipartisme, de ce que les gens sont élus, donc ils ont la légalité, que leur confèrent les résultats. Mais ils n'ont pas la légitimité parce que soit les élections sont frauduleuses, soit le corps électoral est trop petit, n'est pas représentatif de l'ensemble de la nation. Faut-il continuer comme ça? La réponse, c'est non. Et je ne sortirai pas de votre antenne sans dire que la commission qui a été mise sur pied au littoral, oui, parce qu'il s'agit de claircir les esprits. Alors que vous avez dit la tantôt commission que pas un qui est mise, non, il y a de plus important que ça, puisque nous parlons là de la finalité. La commission qui est mise en place est en charge de la remise sur les fonctions ou en fonction de tous ceux qui ont été déplacés injustement par le conclave de Penga, parce que le conclave de Penga était tenu en violation des dispositions de la secrétaire générale. Ceci est valable pour Dizangué, Dibamba, Douala II, et le comité exécutif national et le président national ont rappelé que il n'est plus acceptable que les décisions de la secrétaire générale soient foulées aux pieds par quelques personnes que ce soit au sein du parti. L'autorité de la secrétaire générale a été sauvegardée et rétablie. Les missions de la commission sont également très claires. Ça traduit l'absence de discussion autour de cette mission-là relèvera de la sédition et ne sera pas tolérée par la commission. Et Limbilobe, ça traduit tout de même l'absence de cohésion au sein du SDF dans la région. Vous imaginez que lorsque l'instance suprême qui est chargée de l'administration du parti a pris une décision, on peut parler d'absence de cohésion? Merci Abel et Limbilobe d'avoir accepté ce plateau. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. À demain. Voilà, enfin...